Bonjour les premiers SP, nous nous retrouvons ici pour le chapitre 13 qui est un aspect énergétique des phénomènes électriques. Il complète le TP sur la caractéristique d'une pile. Donc je commence par des petits rappels d'électricité qu'on avait déjà revus au niveau du TP, mais il faut que vous en gardiez une trace écrite. Donc je vous rappelle qu'un circuit, quand il est ouvert, est un ensemble de fils électriques. Ces fils électriques contiennent des atomes dont les électrons sont libres de circulation, mais vont en tous sens au départ. Dès que le circuit est fermé, nous avons ici en fait une pompe à électrons. Cette pompe à électrons va entraîner un déplacement des électrons à travers les récepteurs qui se mettent en fonctionnement, comme cette lampe qui s'allume, et les électrons se déplacent du pôle moins au pôle plus. Le sens conventionnel, donc vous l'aurez compris, ce sens conventionnel va se trouver être du pôle positif vers le pôle négatif. Revenons sur l'intensité du courant. Alors, rappelez-vous, l'intensité du courant est I, et l'unité de cette intensité, elle se mesure en, j'ai mis le symbole, ampères. De ce fait, on va retrouver la formule que nous avions vue ensemble, c'est-à-dire que I est égal à Q sur delta T, Q étant l'ensemble des charges, et donc Q va être égal à N fois E, c'est-à-dire la charge élémentaire multipliée par le nombre d'électrons qui se déplacent. Pour ce qui est des symboles, par contre, je reprends pas ça dans le cours, vous l'avez fait en TP, donc je passe directement à la mesure de l'intensité. Quel appareil permet de mesurer l'intensité? Oui, il en permet. Qui se trouve placé, bon, vous avez le schéma juste en dessous, c'est assez simple. Bah, bien sûr, vous le saviez, en série, dans le circuit. Pour ce qui est de la tension définit une différence de potentiel, c'est-à-dire qu'elle se trouve être en volts, et le symbole du volt, alors volt en majuscule, comme l'ampère, vous savez que ça fait référence à des scientifiques, Alessandro Volta, et Monsieur Ampère a existé, tout à fait. Donc elle définit entre deux points du circuit, se définissant entre deux points du circuit, UAB, défini par VA et VB. Vous imaginez une tension comme un dénivelé. En d'autres termes, entre deux altitudes d'une montagne, on va retrouver deux valeurs différentes, et c'est la différence entre ces deux valeurs d'altitude qui donnera le dénivelé, c'est-à-dire la tension en volts. Alors, il y a une tension, ce qui veut dire que la flèche de la tension est orientée vers la première lettre. Pour revoir la notation, nous verrons juste après. Ce que je voulais revenir avant, c'était comment mesurer une tension. Vous devez savoir qu'il s'agit avec un voltmètre. Alors, comme vous ne l'avez pas fait en TP, effectivement, je reviens sur tous ces détails, qui doit être positionné en dérivation dans le circuit, avec les bornes correctement positionnées. Donc, revenons à présent effectivement sur les conventions. Ces conventions sont importantes. Elles correspondent au fléchage dans le circuit entre la flèche de la tension justement et la flèche de l'intensité. Pour ce qui est d'un générateur, le générateur est un dipôle qu'on appelle actif. Comme c'est un dipôle qui est actif, on va positionner la flèche de la tension dans le même sens que la flèche de l'intensité. C'est une convention, donc vous avez juste à l'apprendre par cœur. Par contre, pour ce qui est d'un dipôle récepteur, on appellera ça ce dipôle passif, ce qui veut dire en termes de convention, vous voyez que les deux flèches se trouvent dans un sens inverse. Donc la tension est en fait une valeur fléchée, et il faudra faire attention si vous fléchez une tension aux bornes d'un générateur ou aux bornes d'un récepteur. On parle alors de convention générateur et de convention récepteur. Donc ça, on n'en avait pas parlé dans le TP. Nous passons donc justement au générateur de tension. Dans ces générateurs de tension, il fallait que je vous en démontre deux. Un que je ne peux pas vous montrer en vrai, de toute façon, donc même si on est en TP, je ne vous montrerai pas, puisqu'il s'appelle idéal, comme son nom l'indique, il n'existe pas. Mais par contre, regardez un petit peu ses caractéristiques. Vous vous rappelez, nous avons tracé ensemble une caractéristique dans le TP précédent. Sa caractéristique se trouve être une équation de quelle forme? Oui, U égale E, c'est-à-dire une fonction constante. Cette fonction constante va donner pour toute valeur de I la même valeur de E. C'est ce qu'on appelle un générateur idéal de tension qui ne dépend pas, donc dont la tension ne dépend pas, excusez-moi, de l'intensité du courant qui le traverse. Cette tension E porte un nom particulier, on parlera de la force électromotrice de la pile.
Alors, vous voyez que là, on est bien en convention générateur, en d'autres termes, la flèche est bien tournée vers la droite, comme le sens du courant. Et donc, on a bien une tension ici qui est tournée dans le même sens. Donc, les trois flèches se trouvent être dans le même sens en convention générateur. Maintenant, on va parler du générateur réel. Donc, c'est le travail que vous aviez à finir pour vendredi dernier et qu'on n'a pas eu le temps de revoir, hein, puisqu'on a fait une révision. Mais nous allons voir effectivement que pour ce qui est du TP, hein, dans les valeurs que je vous avais données, on trouvait une valeur ici, une équation qui est bien différente, puisque cette fois-ci là, la fonction n'est pas constante, on voit qu'elle est très légèrement décroissante. En d'autres termes, elle possède un coefficient directeur très légèrement négatif, d'une valeur de 1,14 milliohms. On retrouve ici les valeurs indiquées à cet endroit-là. Donc pour cette valeur qui est extrêmement petite, effectivement, c'est ce qu'on appelle la résistance interne. Et donc la tension au bord du générateur va être cette fois-ci-là un générateur réel. Donc pour reprendre le générateur réel, qui est en fait celui que nous rencontrons tous les jours, ce générateur réel a une expression qui doit être connue, en d'autres termes plutôt en rouge, qui est EU est égal à E, force électromotrice, donc cette caractéristique existe, moins RI, veut dire qu'on va avoir une fonction qui est décroissante. Pour obtenir la valeur de la résistance interne, il s'agit de calculer la pente de la courbe. Alors maintenant, comment on va noter ce générateur réel par rapport au générateur idéal? En fait, on avait dit que E, c'est ce qui caractérisait un générateur idéal. Donc on a ici la représentation du générateur idéal que vous pouvez rajouter dans les symboles. Et donc, à côté, on rajoute une petite résistance interne, et l'ensemble de ces deux tensions vont donner effectivement U, aux bornes de l'ensemble, qui est monté en série, est égal à E, et en convention récepteur, moins RI, puisque la flèche va être dans l'autre sens. Nous passons donc à d'autres définitions. Définition de l'énergie et de la puissance électrique. Alors en fait, la plupart des exercices sont tournés effectivement vers ces expressions-là. Reprenons donc l'expression U, P est égal à U fois I, c'est la puissance électrique que vous avez peut-être vu au collège si vous avez fait l'électricité. P est une nouvelle grandeur, c'est la puissance qu'on appelle, alors connaissez-vous son unité? Oui, le watt. Vous avez sans doute entendu parler du watt comme étant l'unité de la puissance. On peut alors définir l'énergie comme étant une puissance par un temps. Une puissance fois un temps, plutôt. Cette puissance fois un temps va être définie par une relation qu'on retrouve effectivement très simplement, comme étant E est égal à U fois I fois delta T. U, c'est la tension, en volts. I, l'intensité, en ampères, multiplié par des secondes qui correspond à la durée de fonctionnement de l'appareil, et l'ensemble étant en joules. Alors, si on trouve effectivement une expression entre E et P, elle est très simple cette expression. Vous avez juste à remplacer. P va être égal à E sur delta T. Je vous laisse lire les différentes conversions qui sont possibles de réaliser, à savoir que ce sont des conversions qui permettent de comprendre que vos parents, eux, achètent de l'électricité, non pas en joules, c'est-à-dire en watts-secondes, mais en wattheures. En d'autres termes, leur énergie est dispensée par Enedis en une unité qui semble être correspondre davantage à l'usage qu'on en a, c'est-à-dire à une puissance par heure. Définissons à présent l'effet Joule. Alors, l'effet Joule, on va reprendre, c'est un dipôle ohmique de résistance R qui est traversé par un courant orienté en convention récepteur et qui reçoit une certaine puissance électrique. Donc, on vient de définir la puissance électrique comme étant égale à U fois I. Maintenant, je vais détailler U. Vous l'avez vu au collège. U, cela correspond à RI. Donc maintenant, si je veux reprendre l'expression précédente et la remplacer, cela va donner P est égal à R fois I au carré. Et effectivement, cette puissance-là, c'est ce qu'on appelle de la puissance par effet Joule. On met ici par effet Joule. Donc, Monsieur Joule a étudié effectivement ce phénomène. Ce phénomène est important puisqu'en fait, c'est une dépense énergétique qui est considérée comme une perte dans les convertisseurs. C'est ce que nous allons voir ensuite dans la notion de rendement.
Dans cette notion de rendement, donc j'ai pris le cas d'un panneau photovoltaïque. J'aurais pu prendre le cas d'un électrolyseur, comme votre livre, mais n'ayant pas de chiffres particuliers, effectivement, j'ai repris un morceau d'UTP que je faisais en SL en secondes. Donc peut-être que ça d'entre vous, ça leur dit quelque chose au niveau du document. Alors, un panneau solaire. Un panneau solaire, c'est un convertisseur d'énergie. Je vous laisse regarder la vidéo, donc faites pause, allez voir la vidéo sur YouTube. Et nous nous retrouvons ensuite pour remplir effectivement la chaîne énergétique. Vidéo intéressante. Donc reprenons. Le panneau solaire, en fait, est un convertisseur d'énergie, ce qui veut dire qu'il va absorber de l'énergie solaire, qu'on appelle aussi énergie lumineuse, et il produit, que produit un panneau solaire? De l'énergie électrique. Et c'est ce qu'on va voir, c'est qu'en fait, il ne produit pas que de l'énergie électrique, il va produire aussi un petit peu d'énergie thermique. Cette énergie thermique étant effectivement des frottements au niveau de l'échauffement des fils, c'est ce qu'on appelle l'effet Joule. Cet effet Joule est considéré comme une perte. Donc ici, est placé dans un cercle, généralement le convertisseur. À gauche, l'énergie qui est absorbée, c'est-à-dire l'énergie qui lui est utile, et l'énergie qui est produite à la sortie. Donc si on reprend le schéma de la chaîne énergétique, pour ce panneau solaire, on va retrouver donc à gauche l'énergie lumineuse, à droite l'énergie produite, rappelez-vous, on vient de le dire, l'énergie électrique, et donc la perte qu'on a tendance à mettre plutôt en dessous, c'est-à-dire que c'est une dépense énergétique qui ne rapporte rien, oui, l'énergie thermique. On a compris alors que seule cette énergie électrique produite par le panneau est ce qu'on appelle l'énergie utile. La chaleur qui apparaît est une perte, c'est ce qu'on appelle l'énergie perdue. Donc, l'énergie solaire consommée est l'énergie absorbée. Vous avez compris que l'énergie absorbée va être égale à l'énergie utile, auquel on rajoute l'énergie perdue. Mais en fait, il faut bien savoir que le panneau n'est là que pour fournir de l'électricité. Donc, dans cet exemple, si on a un rendement de 10%, ça veut dire qu'on va avoir pour une puissance absorbée de 1000 watts, seulement 100 watts de puissance électrique. C'est ce qu'on appelle un rendement. Donc ce rendement de 10% nous permet d'avoir la formule qui correspond ici, qui est celle qui est à retenir et être capable de l'utiliser. Le rendement est une valeur sans unité et toujours inférieure à 1. Alors, bien évidemment, elle peut être définie en fonction de la puissance ou en fonction de l'énergie. Donc c'est la même formule, mais avec effectivement la puissance utile et la puissance absorbée. Donc pour finir, un petit exercice d'application. Je vous laisse calculer le rendement pour voir si vous savez utiliser effectivement les formules et ainsi trouver le nouveau rendement. Voilà qui termine le chapitre avant les vacances. Merci à tous de votre attention et n'hésitez pas à revoir cette vidéo en l'arrêtant parce que je suis allée effectivement très vite.